Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à tous de nous suivre. Et démarrons ce tour de médias en France. Le parquet national financier français a pris cet après-midi ses réquisitions contre l'ancien Premier ministre François Fillon, sa femme Pénélope et son ancien suppléant, tous jugés à Paris pour des soupçons d'emploi fictif de Madame Fillon. Ils encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Au cours des débats à la barre, François Fillon se montre offensif, parfois même agressif, pour convaincre le tribunal de la réalité du travail d'assistante parlementaire de son épouse. Pénélope Fillon, elle, est plus hésitante, souvent en difficulté face aux questions du parquet national financier. La défense a donc tenté de reprendre la main avec de nouveaux éléments. 3 témoins qui sont venus en personne et de très nombreux témoignages qui ont été lus, sauf à rentrer dans cette théorie complètement folle, absurde et totalement stupide de dire que 14 personnes sont capables de mentir devant les enquêteurs. Le fait est qu'à la fin de cette audience, toutes ces personnes ont témoigné chacune à leur manière du travail qu'elles réalisaient. Rien ne semble pourtant avoir convaincu les 2 procureurs financiers. Pour eux, les preuves matérielles sont trop rares. Si la participation de Pénélope Fillon à certains événements dans la Sarthe ne fait pas de doute, ils estiment qu'il s'agit du simple rôle social de l'épouse d'un homme politique. Le maximum du sexisme qu'on puisse atteindre, c'est de dire tout grand homme politique doit avoir sa femme derrière lui. Non, mais et puis quoi encore? C'est franchement en soi que le parquet soutienne cette position. On a l'impression que c'est même pas le XXe siècle, on est revenu au XIXe, si ce n'est au XVIIIe. Poursuivis notamment pour détournement de fonds publics, les époux Fillon risquent jusqu'à 10 ans de prison. Les voyages scolaires en France sont pour l'instant presque tous annulés, ceci avec les risques liés au coronavirus. Dans les collèges, les élèves et leurs parents découvrent ainsi que les remboursements ne sont pas toujours prévus dans les contrats d'assurance et des billets d'avion. Regardez. Ils attendaient impatiemment leur voyage en Chine, en Italie, mais aussi en Écosse ou dans le Marais Poitevin. Les élèves du collège de Florac comprennent les mesures d'annulation liées au coronavirus. En revanche, ils s'inquiètent quant aux conditions de remboursement des billets. Pour nous, l'assurance annulation, c'était que si tu étais malade, pas si c'était annulé par l'établissement. Moi, je pensais qu'il n'y aurait que le voyage en Italie qui serait annulé, parce que là-bas, forcément, il y a plus de cas et tout. Pour la direction du collège, la politique d'annulation des agences est un piège, quelle que soit la nature du contrat. Soit on les annulait pendant les vacances, et dans ce cas-là, on perdait entre guillemets que 50%, soit on les annule pas, mais si ça part pas, il n'y a pas de remboursement du tout. Le rectorat affirme de son côté que les remboursements auront bien lieu, car l'ordre d'annulation vient du ministère. Ils doivent apporter cette information d'une interdiction qui a cette valeur et donc les assurances doivent en tenir compte. Elles nous répondent « Ok, c'est dit par le ministère de l'Éducation nationale, même par le ministère de la Santé, mais il n'y a aucun décret officiel mis par le gouvernement, donc on ne bouge pas ». Les familles attendent maintenant un geste des assurances ou de l'État pour rembourser les billets d'avion notamment. Pour les élèves issus de familles modestes, le voyage scolaire, c'est souvent le seul moyen de s'évader dans l'année. Et ce sont environ 60 millions d'Italiens qui sont priés de rester chez eux à compter de ce mardi, conformément à un décret pris par le gouvernement de Rome. Une mesure sans précédent qui vise à lutter contre la progression du coronavirus qui a fait plus de 400 morts dans le pays. Tous ces habitants de Rome ont eu le même réflexe lundi soir. Paniqués, ils se sont rendus au supermarché pour se ravitailler, et ce pour plusieurs semaines. Devant cette grande surface, la file d'attente est interminable. Une scène surréaliste qui survient après un nouveau décret signé par le gouvernement italien. Toute la population doit désormais éviter les déplacements, sauf en cas d'urgence ou si des motifs professionnels le justifient. Tous ceux qui peuvent bénéficier du télétravail sont appelés à rester chez eux. La bonne conduite à avoir est de rester chez soi. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ces mesures de confinement, déjà déclarées pour les régions du nord de l'Italie, s'appliqueront à l'ensemble du territoire. L'Italie est le 2e pays le plus touché par le coronavirus après la Chine. L'objectif est d'enrayer la progression de l'épidémie. Selon le décret, tous les sites culturels, les écoles et les universités doivent rester fermés jusqu'au 3 avril. Les événements sportifs tels que le championnat de football italien sont eux suspendus. Quant aux bars et aux restaurants, ils doivent appliquer des mesures très strictes.
Ils sont autorisés à rester ouverts de 8h à 18h, mais les clients doivent être séparés d'au moins 1 mètre les uns des autres. Certains expatriés, inquiets, envisagent même ce qui était considéré comme impensable il y a plusieurs semaines. Cette période est un peu dangereuse en Italie. Et nous, on veut rentrer en Chine, car la situation est sous contrôle maintenant là-bas. Et pour nous, la Chine, c'est mieux. La Chine est plus sûre pour nous. Depuis dimanche déjà, un quart de la population était concernée par les mesures de confinement. L'Italie est le premier pays au monde à les étendre à l'ensemble du territoire. Un match à huis clos entre Dortmund et PSG au Parc des Princes à Paris. Une décision du ministère français de Sport pour éviter au maximum toute contamination du coronavirus. Mais cela a été mal compris par les supporters du PSG. Un Parc des Princes désert pour le tournant de la saison du Paris Saint-Germain, difficile à accepter pour les supporters. Un stade vide en match de Ligue des Champions, c'est un peu juste. Ça tue complètement l'ambiance de ce match. C'était quelque chose qu'on attend depuis si longtemps. Ça va être triste. Là, on joue toute notre année sans personne, sans supporters. Si on perd notre match, la saison est finie. Et le principe de précaution ne s'applique pas qu'au football. Après les annonces de l'exécutif, Roxana Maracineanu a pris la parole devant la presse. Le sport français, dans son intégralité, est fortement impacté par l'urgence sanitaire. Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel. Ce que je préconise, c'est la continuité sportive, notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Si les différents calendriers le permettent, les rencontres seront reprogrammées. Ce sera le cas de la dernière journée du tournoi Destination. Mais cela pourrait concerner également les 2 matchs de l'équipe de France de football prévus fin mars. Pour les championnats, le huis clos sera donc en vigueur au moins jusqu'au 15 avril. Une fin de saison sans supporters et des stades qui sonneront forcément creux. L'Union européenne et l'OTAN accusent la Turquie de chantage dans la question des migrants syriens. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu par l'OTAN pour discuter précisément de la question. Le président turc se dit abandonné par ses alliés européens dans la lutte contre le terrorisme. Il est accusé d'avoir fait du chantage avec les migrants affluant aux portes de l'Europe. Le président turc a été invité à Bruxelles pour relancer le dialogue avec les Européens. Et Recep Tayyip Erdogan a d'abord mis la pression sur l'OTAN. Nous attendons un soutien concret de tous nos alliés dans la lutte que mène la Turquie en Syrie, avec grande abnégation et toute seule. Il est irrationnel et inconsidéré que nos alliés nous désignent comme responsables de la vague de migration irrégulière. Le secrétaire général de l'OTAN a reconnu que la Turquie portait un lourd fardeau, mais que l'organisation était très préoccupée par la situation à la frontière gréco-turque. Fin février, le président turc a annoncé qu'il ne respectait plus l'accord de 2016, selon lequel Ankara prenait en charge sur son territoire les migrants en échange d'une aide financière européenne. Conséquence, depuis, des dizaines de milliers de migrants cherchent à traverser la frontière gréco-turque. Une crise aux frontières de l'Europe, aussi au cœur des discussions avec Charles Michel, président du Conseil, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. Les dirigeants de l'Union européenne ont exhorté Ankara à respecter ses engagements et les termes de cet accord. Il est clair que nous avons nos désaccords, mais nous nous sommes parlé franchement. Nous avons analysé les éléments manquants de l'accord et tenté de déterminer ensemble comment nous pourrions y remédier. Pas d'avancée concrète à annoncer donc. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours. Mais preuve que les tensions restent palpables entre Bruxelles et Ankara, le président turc a décidé à l'issue de la rencontre à 3 de se rendre directement à l'aéroport, au lieu de tenir la conférence de presse avec les 2 dirigeants européens. Après une chute vertigineuse, les bourses européennes reprennent un peu de souffle avec un léger rebond ce matin après la chute drastique du week-end. Une amélioration due aux mesures budgétaires prises par les gouvernements pour soutenir l'économie.
Après une chute vertigineuse lundi, inédite depuis 2008, les bourses européennes reprenaient quelques couleurs ce mardi matin. La bourse de Francfort a ouvert en légère hausse à plus 0,9% après avoir clôturé à presque moins 8% la veille. Idem pour Madrid qui rebondit légèrement après avoir clôturé à moins 8% lundi soir. Timide rebond également pour la bourse de Paris, plus 1,28% ce mardi matin pour le CAC 40. Lundi, la place parisienne avait connu sa pire séance depuis la dernière grande crise financière en dévissant de plus de 8%. Bonne nouvelle également du côté des grandes bourses asiatiques qui ont repris du poil de la bête. Les places financières semblent avoir été quelque peu rassurées par la remontée des prix du pétrole et par les mesures budgétaires prises pour soutenir l'économie mondiale, affolée par les conséquences de l'épidémie de nouveau coronavirus. Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama, veut s'imposer de nouveau sur son rival Bernie Sanders, ceci après des couronnements dans plusieurs États des États-Unis. Et les électeurs démocrates sont donc appelés à les départager. Ce mardi 10 mars sera leur premier duel des primaires démocrates. D'un côté, les supporters de Bernie Sanders, de l'autre, ceux de Joe Biden. Après avoir choisi leur pancarte, ces habitants du Michigan sont invités à faire la queue pour assister au meeting de leur candidat. Les deux figures démocrates misent tout sur cet État du Midwest où 125 délégués sont à conquérir. Si vous voulez un candidat qui puisse battre Donald Trump, qui garde la Chambre des représentants, qui récupère le Sénat, rejoignez notre équipe. Une semaine après sa victoire lors du Super Tuesday, l'ancien vice-président espère maintenant creuser l'écart avec Bernie Sanders. Pour cela, il doit convaincre ce mardi les habitants de l'Idaho, du Michigan, du Mississippi, du Missouri, du Dakota du Nord et de l'État de Washington. Le sénateur du Vermont, lui, ne s'avoue pas vaincu. Il faut que vous vous demandiez quel candidat lors de la présidentielle peut générer de l'enthousiasme, de l'excitation et un taux de participation élevé dont on a besoin. Au total, les deux candidats ont 325 délégués à conquérir ce mardi soir. Lors des primaires de 2016, Bernie Sanders avait remporté le Michigan face à Hillary Clinton. Mais selon les derniers sondages, c'est Joe Biden qui arrive en tête dans cet État. Bernie Sanders a absolument besoin de remporter le Michigan pour atténuer la dynamique que Joe Biden a commencé à créer en Caroline du Sud et lors du Super Tuesday. Le vote des Afro-Américains pourrait être crucial ce mardi soir. Pour l'aider à recueillir plus de voix parmi cette communauté, l'ex-candidate Kamala Harris s'est ralliée à Joe Biden. Bernie Sanders, lui, a pu compter sur le soutien du célèbre militant des droits civiques Jesse Jackson. Une première journée sans femmes, cela se passe au Mexique. En 2019, 10 femmes ont été assassinées chaque jour dans le pays. Une grève historique a eu lieu ce lundi. Les femmes ont donc été invitées à cesser le travail pour dénoncer l'inaction des autorités face aux violences qui leur sont faites. Regardez. Bienvenue dans une ville sans femmes. Pas de vendeuse pour accueillir les clients dans les magasins de chaussures. Rideaux de fer baissés dans les parfumeries. C'est ce qui saute aux yeux des passants. Mais c'est aussi en coulisses, dans les bureaux, que leur absence se fait sentir. Ironie du sort, l'une des institutions les plus touchées par le mouvement, c'est le ministère du Travail de Mexico. Ce matin, il n'y a que des hommes au guichet. Aujourd'hui, je dois remplacer une de mes collègues. J'ai déjà fait ce travail auparavant, mais on manque de pratique. Parce que d'habitude, c'est essentiellement des femmes ici, à notre place. Enlever les femmes dans ces bureaux, c'est 62% du personnel en moins. Et des hommes de ménage en formation accélérée. Face à ce vide, les hommes du ministère en profitent pour réfléchir sur les changements qu'ils pourraient générer au quotidien. On a fabriqué cette boîte que nous avons appelée boîte d'honnêteté. Vous pouvez y déposer vos réponses à 2 questions qu'on va vous poser. C'est totalement confidentiel et anonyme. À votre avis, pour quel motif vos collègues femmes sont en grève aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est quelle attitude, mot ou action as-tu employé au travail et à la maison et qui aurait pu les blesser? Pourrais-tu les changer? Ça va être intéressant, je ne sais pas du tout quel genre de réponse on va obtenir.
Belle performance pour une initiative lancée il y a 3 semaines à peine par un petit groupe féministe sur les réseaux sociaux. Un jour sans femme pourrait coûter plus d'1 milliard de dollars à l'économie mexicaine. Mais c'est aussi un premier grand moment de réflexion sur la violence dont elles sont victimes. En 2019, 10 femmes ont été assassinées chaque jour en moyenne au Mexique. L'écrasante majorité de ces meurtres demeure aujourd'hui impunie. Allons-y en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Le pays lève des fonds sur le marché de l'UEMOA à titre d'emprunt obligatoire. 121 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une période de 2 mois depuis le début de l'année 2020. Une réussite due à la performance que connaît l'économie ivoirienne. Le Trésor ivoirien lève des fonds sur le marché financier de l'UEMOA. De janvier 2020 à fin février, elle a mobilisé plus de 121 milliards de francs CFA à titre d'emprunt obligataire. La mobilisation de ces fonds entre dans le cadre du Project Bonds qui vise à diversifier les instruments financiers. Plus de la moitié doit être mobilisée sur le marché régional. Cela a plusieurs avantages. Déjà, c'est en monnaie locale. Donc, on n'a pas les risques de taux de change là-dessus. Sur le marché local également, compte tenu du fait que la signature de la Côte d'Ivoire est relativement une des meilleures de l'UEMOA. Bon, là aussi, ça permet souvent de faire ces mobilisations-là à des taux relativement intéressants. Pour l'État de Côte d'Ivoire en 2020, le besoin de financement sur les marchés financiers est estimé à 1494,4 milliards de francs CFA. Sur le marché financier régional de l'UEMOA, il est établi à 1001,5 milliards de francs CFA. Non, il y a des plans de mobilisation qui sont établis. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de grosses difficultés pour la mobilisation sur le marché régional. L'autre moitié qui sera recherchée sur le marché international, là également, les dispositions vont être prises pour que ça puisse se faire. Mais jusque-là, les sorties de la Côte d'Ivoire sur le marché international se sont relativement bien passées. L'économie ivoirienne continue d'afficher de bons indicateurs. La croissance du produit intérieur brut réel était de 7,4% en 2018 et 2019. Elle pourrait rester supérieure à 7% sur la période 2020-2021. L'égalité hommes et femmes se fait également sentir dans la musique. Il n'y a pas que des hommes percussionnistes. Au Kenya, Kasiva Mutua est la première femme percussionniste du pays. Elle fait retentir son tambour à travers l'Afrique et l'Europe, suivant son parcours. Kasiva Mutua, aujourd'hui âgée de 31 ans, savait depuis son enfance qu'elle avait une relation particulière avec le son et le tempo. Une relation qui l'a propulsée au rang de première percussionniste féminine du Kenya, un pays où le tambour a longtemps été considéré comme un instrument réservé aux hommes. Je suis une percussionniste, mais à certains endroits, il faut mettre ce nom de femme percussionniste en évidence, comme par exemple lorsque vous postez en ligne le hashtag femme percussionniste. C'est un peu comme un tag et c'est devenu d'une certaine façon comme un titre. La musicienne a persisté. Aujourd'hui, elle se produit sur les scènes internationales. En 2016, elle a même fait une tournée en Europe avec le collectif The Nile Project. Et pour faire évoluer les mentalités autour de sa profession, en 2017, Kasiva Mutua a consacré un TED Talk sur l'importance d'enseigner le tambour aux jeunes garçons, mais aussi aux jeunes filles. J'ai réfléchi, vous savez, comment puis-je redonner à cette scène qui m'a nourrie? Et je me suis dit, vous savez, je pense que je vais créer un groupe de percussionnistes entièrement féminins. J'ai donc lancé un appel sur les réseaux sociaux et j'ai dit qu'il y avait peut-être des femmes qui voulaient jouer de la batterie, qui avaient l'impression d'avoir une vocation comme la mienne. Alors, je leur ai tendu la main. 2 filles ont répondu à l'appel et c'est ainsi que Motra est né. Motra signifie rythme moderne et traditionnel. Depuis 3 ans, le collectif basé à Nairobi propose des cours et un mentorat destiné aux femmes intéressées par le tambour. Une initiative saluée par de nombreuses musiciennes en herbe qui cherchent elles aussi à se frayer un chemin dans la profession.
Et c'est la fin de cette actualité vue d'ailleurs. Merci à tous pour votre aimable attention et bonne suite au programme sur A12 Télévision.